Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission C'est sur Africa FM et africafm.com. Bonjour à toutes et à tous, ici Moïse Self et je vous souhaite la bienvenue dans Africatech, votre rendez-vous hebdomadaire de la technologie africaine. L'émission du jour est consacrée à la transformation digitale à l'ère de l'intelligence artificielle en Algérie. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les avancées, les blocages, mais aussi les visions d'avenir autour du numérique de notre pays. Parce que oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, je m'identifie à un Algérien. Alors, l'émission se déroulera en deux temps. Dans la première partie, nous ferons un état des lieux des projets numériques portés par l'État et les freins rencontrés. Et dans une deuxième partie, nous demanderons si l'Algérie doit suivre les modèles étrangers ou inventer sa propre voie numérique. Pour cela, je serai en bonne compagnie. D'abord, Jalel Bouabdallah, expert reconnu en transformation digitale sur le territoire algérien et ailleurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour Moïse, merci beaucoup pour l'invitation. À ses côtés, Gawa Abdelwaheb, président du groupement algérien des acteurs du numérique, le GAN. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Moïse. Mais également un habitué de la maison, chroniqueur pour vous, mais frère d'une autre mère pour moi, frère du continent comme on a l'habitude de l'appeler, Alamine Mahamat. Bonjour. Bonjour Moïse, bonjour à vous chers auditeurs. Et pour finir, Jem Dangui, en ligne avec nous depuis le Congo-Brazzaville. Jem Dangui est ingénieur, spécialiste en DevOps et en transformation numérique, très actif dans l'écosystème tech de l'Afrique centrale, notamment du Congo-Brazzaville. Avec lui, nous allons prendre un peu de hauteur et croiser les regards sur l'Algérie et essayer de comprendre comment est-ce que l'Algérie avance, ce qui inspire, ce qui interroge et comment cette révolution technologique pourrait aussi renforcer les ponts entre nos pays. Alors sans trop tarder, je me tourne vers Alamine qui nous a préparé une chronique intitulée Algérie 2030, l'IA, accélérateur de transformation numérique. Le but, planter le décor sur le futur, sur la suite de notre émission. Alors Alamine, c'est à toi. Africatech, la minute décryptage. La minute décryptage. Africatech, analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui façonne de plus en plus l'avenir numérique de l'Algérie, l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, on assiste à une volonté claire de moderniser le pays grâce aux outils numériques. Mais récemment, c'est l'IA qui est en train de s'imposer comme un pilier stratégique. En mars 2025, une annonce a marqué un tournant. Le ministre algérien de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises a confirmé la mise en place d'un centre national de calcul doté de GPU à Oran, spécifiquement pour accompagner les chercheurs, les startups et les développeurs algériens travaillant sur des projets d'intelligence artificielle. Ce centre permettra enfin à l'Algérie de disposer d'une puissance de calcul locale, indispensable pour former des modèles d'IA, traiter des grandes quantités de données et construire des solutions souveraines. Et c'est pas tout. Toujours en 2025, l'opérateur Algérie Telecom a annoncé un fonds d'investissement d'1,5 milliard de dinars destiné à soutenir des startups spécialisées dans l'IA, la cybersécurité et la robotique. Objectif affiché, créer de véritables champions nationaux du numérique capables de répondre aux besoins algériens. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus large. En décembre 2024, l'Algérie a adopté sa stratégie nationale de l'intelligence artificielle avec la création d'un conseil scientifique et technologique chargé de piloter son déploiement. Parmi les priorités, la formation, l'entrepreneuriat tech, les infrastructures et la recherche appliquée. Et les ambitions sont élevées. Le pays vise à faire passer la contribution de l'IA à 7% du PIB d'ici 2027. Ce n'est pas rien. Sur le plan continental, l'Algérie est aujourd'hui classée 8e sur les 54 pays d'Afrique dans le dernier AI Talent Readiness Index, un classement publié en avril 2025 qui mesure les capacités des pays à déployer l'intelligence artificielle de manière durable, inclusive et efficace. Alors bien sûr, il reste des défis. Le manque de connectivité dans certaines régions, l'écart entre la formation universitaire et les besoins du marché ou encore la dépendance aux technologies étrangères, notamment en matière de logiciels et de plateformes d'IA. Alors, la vraie question maintenant, ce n'est plus est-ce que l'Algérie va entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle? C'est plutôt est-ce qu'elle va y entrer à sa manière, avec ses priorités, ses talents et sa propre vision du numérique. Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement un outil. C'est une opportunité stratégique pour moderniser nos institutions, nos industries et notre économie, à condition qu'on s'en empare vraiment de manière algérienne, inclusive et souveraine. Merci de m'avoir écouté.
Moïse, à toi la parole. Merci beaucoup Alamine pour cet éclairage. Maintenant que le décor est planté, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'entamer la première partie de notre émission, je vais me tourner vers Jem, parce qu'on me signale qu'il ne pourra pas rester avec nous longtemps. Alors, Jem, en tant qu'acteur tech basé au Congo, quel regard portez-vous sur les efforts de l'Algérie en termes de transformation digitale et est-ce que vous y voyez une trajectoire singulière? Alors, merci Moïse. Alors, de mon point de vue, depuis le Congo, comme tu as su le mentionner, je vois une volonté politique affirmée. Alors, je vois en Algérie un pays qui, justement, veut assumer sa transformation digitale, justement, en faisant, justement, une stratégie, en mettant en place une stratégie nationale pour l'IA, avec notamment un ministère en charge du numérique, des incubateurs comme l'Algerian Startup Farm, ou même des universités, on a vu l'université de sciences et technologies qui existe depuis longtemps, mais qui a intégré des programmes IA, justement, dans ses cursus. Et donc, tout cela autour de l'innovation, eh bien, on se rend bien compte que c'est un effort déjà marquant. Et aussi, de notre point de vue, on sent une spécificité algérienne dans cette approche qui est plutôt centralisée et aussi souveraine, qui finalement s'appuie un peu sur les talents locaux. Et donc, c'est également finalement un modèle, on va dire, un modèle en construction qui, justement, a ses défis, bien entendu, des défis de connectivité, de formation des jeunes, mais qui déjà porte des fruits. Et donc, on pourra justement donc passer du projet pilote et vers, on va dire, un impact concret. Justement, sans vouloir vous couper, vous l'avez dit, l'Algérie a des ambitions fortes. On parle d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui a été adoptée récemment avec un objectif de 7% du PIB d'ici 2027, ce qui, il faut le dire, est un cap assez audacieux. Alors ma question c'est, d'après vous, quels sont les ingrédients essentiels pour réussir ce type d'ambition dans le contexte africain? Alors, l'ambition de l'Algérie est déjà claire. Elle est à la hauteur des enjeux. Déjà, il faut se dire que l'IA, aujourd'hui, ne doit pas être importée clé en main. Elle doit pousser réellement ici. Elle doit pousser ici, sur nos sols, et avec nos cerveaux et nos besoins. Et donc, je pense que pour y parvenir, plusieurs ingrédients clés me semblent vraiment incontournables. Premièrement, déjà, comme j'ai tendance à le dire, premièrement, c'est le capital humain. On doit pouvoir investir dans les talents. Et donc, les talents qui sont locaux. Une stratégie IA sans formation massive dès l'école primaire, par exemple, n'ira pas loin à mon sens. Et donc, il faut créer des milliers, on va dire même des centaines de milliers d'ingénieurs IA, mais aussi des profils qui vont être, on va dire, un peu hybrides. On va avoir des juristes, des designers, des agronomes qui vont être formés aux enjeux de l'IA. Et d'un autre côté, justement, récemment j'en parlais, il nous faut des données locales, donc des datasets locales qui vont justement permettre, pour entraîner des IA utiles au pays, donc l'Algérie, il faut des données algériennes. Et donc cela implique des infrastructures souveraines et des politiques de gouvernance qui sont claires et qui ont justement une confiance citoyenne. Et donc ça, c'était pour le deuxième point, en tant qu'ingrédient. Pour le troisième, je parlerai plutôt d'économie de l'innovation. On va avoir des startups. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'Algerian Startup Fund, qui est déjà très intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut bien plus que ça. Il faut des startups, il faut de l'investissement, il faut des universités, mais surtout des laboratoires et des institutions qui doivent collaborer ensemble avec des financements qui vont être adaptés à ces besoins-là. À mon sens, pour que l'IA soit vraiment un outil de développement, mais surtout pas un luxe pour les seuls centres urbains. Parce que l'Algérie est un grand pays, et donc effectivement, il faut que tout cela soit bien inclusif à travers tout le territoire national algérien. Ma prochaine question, c'est, selon vous, comment faire en sorte que cette transformation digitale ne laisse personne de côté, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle en Algérie serve à la fois l'économie mais aussi l'humain avec ses réalités locales? Alors, c'est une question très essentielle parce que, bien sûr, le risque, c'est l'IA justement, pour, on va dire, paraphraser un peu, ça va être technocentré, s'il faut le dire comme ça. Alors, pour éviter qu'elle devienne justement un produit, on va dire, importé ou incompris, et surtout peu utilisé, voire même destructeur d'emplois ou de liens sociaux. Alors moi, je pense qu'il faut déjà ancrer l'IA dans les réalités sociales, donc l'agriculture, la santé publique, l'éducation, la gestion urbaine. Et donc ce sont là des secteurs que l'IA justement peut créer de l'emploi local. Aussi, on va dans ce sens impliquer les citoyens dans la conception. Donc on ne veut pas avoir des IA pour les gens sans les gens. Vous voyez, donc, il faut des démarches participatives locales,
mais aussi, on va dire, transparente, pour que tout le monde se sente concerné et que tout le monde puisse suivre justement les avancées de ces constructions-là. Est-ce que vous voyez des pistes concrètes de coopération entre l'Algérie et le Congo ou peut-être d'autres pays africains sur ces enjeux numériques? Et quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que ce dialogue soit réel, durable et bénéfique pour tous? Alors oui, clairement, parce que moi je pense qu'on a beaucoup de gagner à penser de l'Afrique vers l'Afrique, ou encore de l'Afrique avec l'Afrique. Du coup, moi je penserais que justement un partage, pour commencer, un partage d'expertise serait très intéressant. Je vais prendre un exemple d'université à université. Aujourd'hui, par exemple, on a l'université de sciences et technologies algérienne qui pourrait justement échanger avec l'université Mayangoli congolaise. Pourquoi pas, dans un matin. Oui. Et donc ça, c'est justement des partages qui vont favoriser justement l'inclusion en Afrique ou encore régionale. Et donc, on va avoir également des laboratoires algériens qui peuvent collaborer justement avec des institutions congolaises, ou pas forcément peut-être camerounaises ou marocaines, etc. Et donc, sur des recherches IA appliquées, ça peut être également dans d'autres secteurs comme l'agriculture, la logistique ou même l'éducation. Nous également, en Afrique, je pense, il faut justement un développement du monde ou des outils open source africains qui vont justement permettre de mutualiser un peu les efforts, parce que voilà, l'Algérie aujourd'hui peut développer une solution open source qui va être maintenue par le Ghana et qui va être déployée plus tard au Cameroun et ainsi de suite. Voyez, et donc ça va justement permettre de créer des briques technologiques communes et donc qui va permettre cette cohésion-là africaine ou encore en partenariat sud-sud, comme on a bien l'habitude de le dire. Pour finir, je dirais peut-être créer ou encore mettre en place des environnements qui vont permettre des événements panafricains, donc des conférences pour pouvoir partager l'expérience et aussi les expertises de chacun. Très bien. Merci beaucoup, Jem. Nous aurions aimé vous avoir beaucoup plus de temps, mais malheureusement, voilà, certaines obligations nous contraignent à faire autrement. Toutefois, nous sommes très reconnaissants de vos partages, un regard éclairé et extérieur sur la dynamique numérique algérienne. On retient que l'IA, au-delà de la technologie, c'est un vrai projet de société, vous l'avez dit. Ça demande une vision, formation, coopération et ambition partagée. Voilà, il faut que l'Afrique puisse jouer collectif. Je vous remercie et on se dit à bientôt. Merci. Merci. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africa. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Alors, sans trop tarder, pour aller dans le vif du sujet, une question pour mes deux invités. À quel niveau situerez-vous la transformation digitale en Algérie? Qui commence? Djalal? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Où est-ce que se situe cette transformation numérique? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation numérique et on mélange beaucoup ces définitions et ce vocabulaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de numérisation. On n'est plus en la numérisation. C'est bon. La numérisation, je vais dire que, allez, on est à 80%, peut-être. Numérisation veut dire qu'on est passé du mode papier ou à avoir des données au mode digital. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des données numériques. Oui, on a des données numériques. Malgré qu'on a encore ça, et il subsiste encore des institutions, des entreprises qui sont toujours à l'ère du papier. Je ne vais pas me mentir, je ne vais pas me dire le contraire. Aujourd'hui, juste après numérisation, on va parler de digitalisation. La digitalisation, c'est qu'on va exploiter ces données numériques avec des outils numériques technologiques qui existent ou qui vont venir ou qui sont, on va dire qui sont en train d'être créés, donc pour optimiser un process ou pour faciliter la vie ou pour créer de la chaîne de valeur ou de créer de la valeur. Aujourd'hui, en Algérie, on a vu, il y a une certaine avancée, il ne faut pas dire que non. Aujourd'hui, on peut tirer ou avoir notre acte de naissance, acte de mariage, un acte de décès ou un casier judiciaire à partir d'une plateforme numérique. Aujourd'hui, on peut payer nos factures à travers des plateformes de e-payment. On a vu cette année le paiement de la vignette de l'automobile. On peut payer nos impôts, nous, en tant que professionnels, à travers des plateformes, faire des déclarations. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas, on y est. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cette interopérabilité. Bien. C'est le fait d'avoir, ça serait intéressant d'avoir une plateforme. À travers ça, on va accéder à plusieurs services, que ce soit des services. Tout le monde veut avoir, par exemple, j'en aimerais bien créer notre entreprise en 3 clics. On entend parler que
d'une date qu'il va y avoir dans les prochains jours pour présenter cette plateforme qui va regrouper une quarantaine ou une cinquantaine de services publics où le simple citoyen pourra accéder à travers un seul identifiant qui est le NIN. Très bien. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, en termes d'avancée dans le domaine du numérique, il y a énormément de choses qui ont été faites. Donc si on prend déjà sur la partie, on va dire, infrastructure, connectivité, on a plus de 33 millions de connexions Internet, si je ne me trompe pas, et plus de 2 200 000 connectés à la fibre optique, à l'FTTH. Sans compter donc la connectivité mobile, avec plus de 50 millions de puces mobiles, qui est au-deçà du nombre de la population. Donc en termes de connectivité, on va dire que l'Algérie est connectée, que le peuple algérien est également connecté. Grand consommateur également des réseaux sociaux, avec plus de 25 millions, environ 25 millions de connectés au niveau des réseaux sociaux. Donc on voit que l'Algérien est connecté. Maintenant, au niveau des services, il y a plusieurs aspects, comme l'a abordé Jalal. Sur la partie administration, il y a certaines administrations qui sont aujourd'hui connectées, et il y a d'autres qui sont en retard. D'ailleurs, la stratégie nationale de la numérisation a mis, on va dire, comme objectif 2030 pour avoir 100% des services administratifs connectés. Donc, l'Algérien puisse retirer ou puisse agir avec une administration, on va dire, totalement connectée d'ici 2030. C'est un point qui est très, très important. Ensuite, si on va à d'autres niveaux, au niveau du secteur économique, on va dire qu'on a deux vitesses. Si on prend le e-commerce, aujourd'hui, on a un boom au niveau du e-commerce. Oui, tout à fait. C'est vraiment énorme. C'est un marché qui pèse plus de 1,5 milliard de dollars. Ensuite, au niveau des entreprises, le nombre de web marchands, il n'est pas très important. Si je ne me trompe pas, on est à hauteur de 500 ou 625. Voilà, donc à ces alentours-là. Et par rapport, on va dire, aux besoins, on va dire qu'il y a un grand retard. Car les e-commerçants qui existent aujourd'hui, la majorité ont, on va dire, des pages sur Facebook ou TikTok. Et nous, au niveau du GAN, on vise à professionnaliser justement ce métier-là, en créant des boutiques en ligne, en incitant les e-commerçants à aller vers l'entrepreneuriat, à créer leur entreprise, etc. Je voudrais prendre comme exemple l'ANAE, qui est l'Agence nationale d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est une démonstration et une preuve que aujourd'hui, on peut avoir une administration qui est 100% en ligne et qui est sans siège, sans employés, et qui aujourd'hui a des dizaines de milliers d'autres entrepreneurs qui ont déjà leur carte et qui sont en activité. Donc aujourd'hui, ce modèle-là est vraiment un exemple à répercuter au niveau des autres services. C'est vraiment une disruption du modèle économique et du modèle numérique. Et là, on parle réellement de la transformation digitale. Pour parler du e-commerce, d'une organisation pour permettre de mieux structurer, de professionnaliser tous ces marchands qui utilisent les plateformes numériques communes, Facebook, ainsi de suite. La question est plus au lieu de quelque chose de plus communautaire. Je vais développer. Très bien. La différence, c'est que pourquoi, on va dire, les utilisateurs vont vers, par exemple, Facebook ou TikTok. Un, c'est la facilité. C'est plus simple, on va dire. Ils sont déjà présents sur les réseaux sociaux, donc ils ont déjà une page, etc. C'est simple. Au début, il n'y a rien à payer. Le deuxième point, c'est ensuite la partie de promotion de leurs produits et services. Et là, comme ils ont des outils très puissants pour pouvoir toucher leur cible, le centre d'intérêt, etc., donc ils peuvent directement cibler leurs produits. Ce qu'on dit, nous, c'est que le business, il est toujours plus fort que les lois ou les plateformes qui existent. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si
telle solution est plus rapide pour faire le business, les utilisateurs vont aller vers ce genre de solution. Très bien. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse écouter quelques avis au sujet d'une plateforme qui est née tout récemment, cette année, la plateforme Study in Algeria. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui permet aux étudiants étrangers qui souhaiteraient venir en Algérie d'éviter les procédures administratives classiques pour emprunter le mot à M. Gawa. Donc tout se fait en ligne. Et c'est le but c'est de faciliter, de se montrer au public subsaharien, panafricain dans sa globalité. Alors, on va commencer par un premier avis que j'aimerais que vous puissiez partager vos réactions de ce que vous pensez déjà. On sent clairement qu'on peut faire mieux, en fait. Surtout pour un site où on veut exposer justement la capacité de l'Algérie à recevoir des étudiants venant d'un peu partout ailleurs. Et donc, je pense qu'en termes de forme, on peut faire nettement mieux, on peut aller bien plus loin en termes d'amélioration, mais aussi en termes de sécurité. Alors, principalement, je voulais bien m'atteler un peu dessus. Donc, il y avait surtout la question de la sécurité, qu'il fallait sécuriser le site web, la forme, en tout cas, revoir les images, le logo qui n'est pas très visible, les liens hypertextes également qui sont visibles comme ça, comme dans une discussion WhatsApp. Et donc, également les couleurs qui, finalement, on ne sait pas trop quelle couleur utiliser finalement. On se dit peut-être que c'est du vert et du blanc, mais au final, on retrouve pas mal de couleurs comme du rouge, du bleu, etc. Donc, on n'est pas trop certain que ce site, c'est vraiment un site public, d'accord? Donc, propulsé justement par le ministère de l'Éducation algérien. Et donc, je pense qu'on peut faire mieux sur ce côté-là, surtout sur ce côté-là, parce que c'est vraiment le point principal où j'ai trouvé effectivement des décadences et tout. Alors ça, c'était notre premier avis. Il s'agit de Jem, que vous connaissez. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse écouter un deuxième avis. Il s'agit là d'une mère de famille qui a vu cette annonce à la télévision nationale. Donc, parce que c'est une annonce qui passe à la télévision nationale depuis Brazzaville. Et elle nous a contactés pour nous faire part de ce qu'elle pense. Étudier en Algérie, c'est une opportunité pour nous les parents qui souvent, on a des difficultés. L'Algérie, c'est un bon pays qui forme des cadres et beaucoup de cadres congolais, ça fait plus de 30 ans, ont été formés dans ce pays. Bravo pour cette idée, cette initiative. Coup de chapeau, merci. Alors, on a les deux facettes de la chose. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites, Djalal? Moi, j'ai un sentiment de fierté. Pour moi, ce sont des avis positifs. Malgré que Jem a beaucoup plus, à donner une petite critique par rapport à la conception. Oui, ce sont des choses. Ce sont des petits détails. C'est des petits détails. Mais c'est bien d'avoir une plateforme dans ce sens-là, de faciliter l'accès aux études. Pour moi, c'est plus un produit promotionnel pour l'Algérie. C'est ça la magie du digital. C'est ça la magie de la technologie. C'est de rapprocher les peuples. C'est de faciliter l'accès à l'information, à l'éducation, aux services. Et c'est pour ça que ce soit moi ou Abdelwahab ou nous dans le GAN, parce que je suis aussi membre du GAN, et on se bat tous les jours pour qu'on puisse faire avancer cette stratégie, faire avancer la technologie, et surtout, il y a un travail très important qui doit se faire, c'est d'inculquer la culture digitale. Très bien, M. Gawab. La première par rapport aux remarques de James. Oui. C'est un volet qui est important et qui est souvent négligé par nos administrations. Je pense que ce soit nos administrations ou d'ordre général. Et aujourd'hui, c'est une science. Lorsqu'on parle de UX et UI, donc User Experience et User Interface, aujourd'hui, c'est une science. Et aujourd'hui, ces administrations doivent pouvoir s'adresser à des professionnels qui sont au niveau du GAN. Donc les remarques de James sont assez pertinentes. Ensuite, au niveau de l'intervention de cette maman, comme l'a dit Djalal, c'est toujours une fierté pour nous d'accueillir nos frères africains. Et j'ai côtoyé un bon nombre de nationalités. L'Algérie est un pays qui forme très bien. Et aujourd'hui, notre grosse problématique, c'est que ces jeunes qui sont formés, on souhaiterait qu'ils puissent rester dans leur pays. Là, il est question de savoir quelle voie elle serait la plus appropriée
pour l'Algérie. Et pour lancer le débat, j'aimerais qu'on puisse écouter un autre avis, cette fois-ci de Madame Wassila Knatef. Vous la reconnaîtrez certainement à la voix. On l'écoute tout de suite. Dans le monde, les analystes et les gens qui travaillent sur ces questions-là disent qu'il y a 2 écosystèmes qui ont émergé naturellement. Vous avez la Silicon Valley qui s'est faite presque naturellement, et vous avez Bangalore en Inde qui aussi a été... voilà, donc c'est les 2 seuls écosystèmes qui réellement... n'ont pas justement calqué ce que font les autres. Le reste du monde, justement, a essayé de s'approprier. Et donc, après, chacun a sa façon. Et c'est logique. C'est logique. Parce que, est-ce qu'on peut comparer un pays de 200 ans qui est bâti sur ce modèle entrepreneurial, qui est bâti sur le principe de l'investissement? C'est une culture chez tout le monde. Est-ce qu'on peut comparer avec d'autres pays qui sont à tout l'inverse, bâtis sur un autre système, un système de social et surtout orienté salariat? Vous voyez, donc on peut pas penser qu'on va avoir les mêmes résultats, ni utiliser les mêmes outils, ni essayer d'avoir un copier-coller. Ça, c'est vraiment perdre son temps et ses efforts. Par contre, s'approprier le principe, l'adapter à sa réalité, à son historique, à sa culture, essayer de transformer ou d'apporter ou de sensibiliser surtout, oui, là, c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce qu'on fait. Alors, juste pour vous donner un contexte et répondre à la question, est-ce que l'Algérie peut se calquer sur les modèles qui sont déjà existants? On avait pris l'exemple de la Silicon Valley, donc voici sa réponse et moi j'aimerais connaître la vôtre. Bon, je rejoins un petit peu ce qu'avait dit Wassila. En fait, c'est très pertinent ce qu'elle vient de dire. En fait, si on veut schématiser, c'est comme si on prenait les petits jeux où on doit mettre des ronds, des carrés, et sachant que nous, c'est une étoile, et on doit mettre l'étoile dans un carré. Ça va pas rentrer. Donc c'est pour ça que Wassila propose d'adapter, de prendre le principe et de l'adapter. Aujourd'hui, il n'y a pas un modèle de stratégie standard. Aujourd'hui, ça change. Qui aurait dit qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, d'agents IA, de parler de quantique, d'humanoïdes, de robots. Aujourd'hui, il va falloir s'approprier la technologie, s'approprier les concepts et essayer de les adapter au contexte algérien. Surtout, oui. On n'a plus le droit d'attendre. Aujourd'hui, c'est soit... En fait, je pense que même le président Abdelmajid Tebboune l'a bien dit, et je vais le redire, il a dit que le train, ou plutôt, c'est pas un train, moi je dirais c'est un bullet train. C'est un bullet train. Il a déjà démarré. Alors, soit on monte, sinon il va falloir, comme il avait dit, il va falloir trouver une bonne espadrille. Je pense pas qu'il faut une bonne espadrille. Il va falloir un second bullet train, et je pense pas qu'il y ait un second bullet train. L'intervention de Madame Knatef très, très intéressante à travers le choix des deux écosystèmes. Le premier, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est l'Inde. Où je dirais, on va dire, le modèle occidental et un modèle qui aujourd'hui est en train de se développer à travers les BRICS. Et aujourd'hui, si on veut choisir une voie de champion, je pense qu'également on a le choix entre ces deux modèles. Donc, ou le modèle occidental, ou le modèle des pays du BRICS. Je voudrais vous donner 2 dates. Je sais que ces 2 dates-là, peut-être, ne vont rien vous dire. Je les ai notées là. Donc, il y a le 20 janvier. Est-ce que le 20 janvier, ça vous dit quelque chose? Le 20 janvier, c'est la date d'investiture du président Trump. Je vais vous donner une autre date. Le 17 février. Donc, quelques jours après l'investiture. À peu près un mois. L'investissement sur l'IA? Non. Cette date-là, c'est la date où le président de la Chine a réuni, on va dire, les leaders de l'économie, de son économie, de la tech en général, les leaders du numérique, ces entreprises-là. De l'autre côté, un mois après, la Chine a fait la même chose et elle a mis en avant ses leaders dans le domaine de la tech. Donc aujourd'hui, effectivement, on est là, on montre, on va dire, nos gros bras sur les aspects militaires, mais aujourd'hui, on montre aussi nos grosses têtes. Tout à fait. Dans le domaine de l'intelligence. Et la course, elle se trouve ici. Et là, on va se poser la question. L'Algérie, quel modèle va choisir? On n'est pas au modèle occidental, donc plus sur les aspects socialisme et tout. Donc, si on prend les pays du BRICS, que ça soit la Chine,
ou la Russie, ou l'ensemble des pays du BRICS. On a fait une étude au niveau du GAN. Lorsque vous allez prendre le top 10 de ces entreprises-là, vous allez voir que ces entreprises championnes, c'est des entreprises privées. Aujourd'hui, l'Algérie, quel choix nous souhaitons avoir? Est-ce qu'on veut avoir des champions locaux et des champions privés, ou nous allons sur un ancien modèle qui se base sur l'entreprise publique? Donc, effectivement, aujourd'hui, nous, dans notre écosystème, on ressent que l'entreprise publique est le concurrent de l'entreprise privée. On va dire de façon déloyale, car l'entreprise publique cherche à travailler directement avec l'entreprise publique. Donc aujourd'hui, pour moi, le modèle est déjà de prendre nos entreprises qui sont en train d'émerger, des entreprises privées que nous devons aider à faire croître et à faire développer. Ces gens-là qui sont formés doivent pouvoir trouver de grosses entreprises, des entreprises championnes locales pour pouvoir les recruter et pour pouvoir surtout participer à la transformation digitale de ce pays-là. Ma question, c'est de savoir à quel niveau est-ce que nous en sommes ici en Algérie. Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on en est proche? Est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on n'y travaille pas, selon vous? Je vais être franc avec vous. Bien sûr. Le Code des marchés publics le dit clairement, et au niveau du Code des marchés publics, une entreprise publique peut directement travailler avec une entreprise publique. Donc déjà là, il y a une grosse différenciation entre le public et le privé. Aujourd'hui, c'est le plus gros problème qu'on rencontre au niveau du terrain. Ensuite, on n'a rien contre l'entreprise publique, car aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des entreprises, ce sont nos frères. Et nous avons tous, on va dire, la même carte nationale et nous travaillons tous pour le pays. Mais lorsqu'on parle de modèle, si on veut choisir le modèle de champion, c'est des entreprises privées. Aujourd'hui, le point qui peut être intéressant, peut-être à faire, et qu'on est en train de voir également se développer, c'est justement que ces entreprises publiques s'ouvrent. Qui veut dire que ces entreprises publiques ouvrent le capital à des entreprises ou des particuliers qui viennent investir à travers la bourse et prendre part au niveau de ces capitaux-là. Donc, est-ce qu'on doit réimaginer le modèle public sur base d'éléments du modèle privé? Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un certain nombre d'entreprises publiques qui sont en train d'entrer au niveau de la bourse. Mm-hmm. L'État peut toujours garder une dominance au niveau on va dire, une plus grosse part au niveau de l'entreprise publique, mais ensuite ouvrir le capital à d'autres, on va dire, à d'autres actionnaires. La transparence est, on va dire, mère de la performance. Aujourd'hui, si on a peur de la transparence, c'est qu'il y a anguille sur roche. Pour développer notre écosystème dans le domaine du numérique, c'est justement d'avoir le courage qu'on puisse s'asseoir tous ensemble. On a été réunis par le gouvernement, on nous a dit, voici les secteurs qui sont sensibles, et aujourd'hui, nous devons devenir souverains au niveau de ces domaines-là. Alors, Monsieur Gawa vient de dire quelque chose de très important à mon sens, parce que là, ça pourrait peut-être expliquer, non pas qu'on veut trouver des excuses, mais expliquer le fait que certains projets prennent plus ou moins du temps, parce que le but, c'est d'établir une base solide pour que le futur soit certain, à la différence d'autres puissances, d'autres entités qu'on connaît aujourd'hui, qui ont vite misé sur la croissance, mais qui aujourd'hui, comme a dit M. Gawa, sont sur la pression. Le but, c'est toujours plaire les fournisseurs, se calquer sur leurs modèles, les exigences et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses, Djalal? Non, moi, je rejoins un petit peu ce que vient de dire Abdelwahab. Si on n'est pas propriétaire de technologie, on n'est rien. Donc, en fait, ça, à n'importe quel moment, ils peuvent regarder ce qui a été fait pour la Russie. Et en fait, la Russie a eu 6 mois pour. En fait, c'est pas en 6 mois, ils ont mis en redéployé. C'est pas quelque chose qui a été travaillé en 6 mois, mais c'est quelque chose qui a été déployé en 6 mois, parce qu'il a été pensé bien avant. Bien avant. En fait, l'application au vrai sens du terme du fameux triple P, du partenariat public-privé, on ne cesse de parler de ça, mais que dans la théorie, mais en pratique, il est très très rare. C'est rare, on voit si je veux compter le nombre d'entreprises qui a eu ce partenariat, peut-être il se compte sur les doigts d'une seule main. Oui. Le stratège, le développeur,
il va pas réfléchir que question argent. Il veut avoir un écosystème. Il va falloir chercher une certaine, je vais pas dire joie de vivre, mais quelque chose qui va lui permettre de s'épanouir. C'est une question de réfléchir comment je vais garder mes compétences chez moi, qui vont travailler sur le développement de la technologie, qui vont m'aider à conceptualiser des normes, des standards, de mettre en place des stratégies. C'est ça le travail. On va avoir un impact sur l'autre. Très bien. Malheureusement, faute de temps, on peut plus continuer. Donc, pour terminer, j'aimerais avoir des mots de fin de chacun d'entre vous. Moi, je vais dire en une phrase. Oui. En fait, aujourd'hui, quand on parle de transformation numérique, on est en train de parler d'innovation. Et pour moi, innovation, c'est pas un objectif, mais pour moi, c'est un voyage. C'est un voyage va falloir s'armer et bien le préparer. Voilà. Merci Djalal. M. Gawa. Pour terminer, je voudrais dire que pour rebondir sur le point des ressources, la rétention des ressources des 40%, c'est que ces 40%-là, pour les retenir, on a besoin de créer des champions. Et pour créer ces champions-là, nous devons avoir le courage d'accompagner les entreprises qui émergent, les entreprises locales, à leur donner un accès aux marchés locaux. Très bien. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci pour ces échanges pleins de sincérité, sans langue de bois, Monsieur Gawa. Et nous retiendrons que la transformation digitale en Algérie, elle avance. Et il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans plusieurs domaines. Et l'idéal, c'est d'avoir un PPP. Donc, comme a dit Djalal. Et à vous, très chers auditeurs, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission disponible sur notre plateforme, sur notre site internet. Donc, entre-temps, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.